Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Je préfère ne pas fumer de peur que la fumée vous indispose. Mais après tout, mes chers amis, ce soir, nous allons parler du tabac, de son histoire et surtout de son rapport à la politesse. Alors, l'histoire du tabac, eh bien, au moment de la fin de l'Ancien Régime, on prend du tabac froid, c'est-à-dire prisé ou chiqué. C'est à partir de la Restauration que le tabac chaud, donc le tabac fumé, va apparaître. Et là où le tabac froid était vu comme un plaisir très solitaire, vraiment, et assez peu commun en fin de compte, peu de gens faisaient priser ou chiquer le tabac, eh bien là il va y avoir une vraie démocratisation et ça va devenir une question publique, puisque premièrement, il y a de plus en plus de gens qui fument, mais surtout, il y a la fumée. Et la question de la fumée et des odeurs va véritablement se poser au rapport du 19e siècle. Alors, au début du 19e, on a un rapport très méfiant à l'égard du tabac. D'ailleurs, Balzac, qui était un anti-tabagiste de première classe, écrivait dans Les caricatures ou La caricature en 1831, les femmes parisiennes n'ont que deux antipathies, les crapauds et l'odeur du tabac. Mais en fin de compte, le fait de fumer va vraiment de plus en plus se répandre. Et dès 1836-1837, dans chaque grande maison va apparaître des fumoirs, une petite pièce où l'on se réserve le droit de fumer. Alors c'est très simple, après le dîner, autrefois en fait très simplement, après un dîner, les femmes allaient au salon et les hommes restaient à table pour discuter et partager des spiritueux. À partir de 1836, soit les hommes restent à table, restent dans la salle à manger et fument, soit ils vont au fumoir pour fumer. Et c'est vraiment une mode qui va se démocratiser, où le fumoir est un espace, est un lieu entièrement réservé aux hommes. À cette époque-là, aucune femme ne fume pendant la Restauration et même la monarchie de Juillet. C'est extrêmement mal vu pour les femmes. Et cela va introduire de grands changements sociaux. Déjà par la création du fumoir, de cet endroit entièrement masculin où les hommes seront purement entre eux. Et deuxièmement, puisque, et je crois que c'est, si je ne me trompe pas, Auguste Luché, qui dans son Essai des mœurs, qui est un bouquin de savoir-vivre à cette époque, va écrire que les gens maintenant fument au lieu de parler entre eux. Enfin, il déplore que c'est un affaiblissement moral, un affaiblissement des mœurs, car les gens deviennent vulgaires, fument, parfois sortent de table. Il déplore que parfois, d'ailleurs, parce que dans les milieux les plus modestes où il n'y a pas de fumoir, eh ben, les jeunes sortent dehors, sortent des maisons pour fumer dehors. Et il déplore dans son livre sur les mœurs, oui, les jeunes hommes sortent comme des prostituées dans la rue pour fumer, c'est vulgaire, on ne reste plus entre gens polis à table après le dîner. Il y a vraiment une évolution sur le rapport au tabac qui au début est vu de manière très très négative. Il y a aussi un rapport de l'évolution du vestiaire masculin, puisqu'à partir des années 1840-1850, va apparaître des vestes de fumoir qui sont un peu comme des robes de chambre, c'est-à-dire des vestes très colorées, puisque il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, quand on avait une tenue de ville, une redingote, une jaquette, même les tenues de dîner, l'habit, le queue de pie, tout ça est très noir, très sombre, voire gris. Gris pour des jaquettes ou des redingotes, mais sinon noir. Donc il n'y a pas de couleur, on est très sobre. Le seul moment où on se permet des fantaisies comme l'Ancien Régime, c'est les vestes d'intérieur et les robes de chambre, où là on se permet du velours, de la couleur, des broderies, des soieries. Et bien là, on va créer la smoking jacket, c'est les Anglais qui inventent le concept, le smoking jacket, à ne pas confondre avec le smoking, qui est une erreur de traduction, puisque les Anglais appellent ça une dinner jacket, une veste de dîner, faut pas confondre. La dinner jacket, c'est qu'on enlève son habit à queue de pie, ce que je porte là, après le dîner officiel, et on enfile cette veste qui est en velours, avec un col-châle et des fermoirs brandebourgs, parfois des revers matelassés, une veste très cossue, très d'intérieur, avec des broderies, et on va la mettre au fumoir pour que l'odeur du tabac se pose sur les vêtements, et non pas, sur le vêtement de fumoir, et non pas sur le queue de pie. Comme ça, une fois que les hommes ont fumé entre eux, on enlève la veste de fumoir, on remet sa queue de pie et on va rejoindre les femmes sans les indisposer avec les odeurs. Ça, c'est le
première règle d'esprit qu'il faut retenir, c'est ne pas indisposer les femmes avec les odeurs. Plus le temps va passer et plus il y aura encore plus de fumeurs, aux grandes dames de Balzac, qui va même écrire au préfet de police de Paris, lui demandant d'enfermer tous les fumeurs dans des camps. Ce n'est pas une blague, hein. Il demande d'enfermer les fumeurs qui représentent un danger pour la liberté d'autrui, et il a des mots extrêmement durs, disant que la loi ne devrait autoriser qu'à fumer chez soi ou dans des fumoirs, des lieux réservés pour cela. Donc vous voyez, déjà les idées de loi antitabagistes existaient déjà du temps, enfin l'idée de ces lois existait du temps de Balzac. Mais ça va se répandre de tel point que, si je ne me trompe pas, c'est la baronne d'Orval qui estime que tous les hommes sont fumeurs à la fin du 19e. Bon. Alors quelques règles existent, elles sont énoncées par la comtesse de Jersey. Quand on rencontre quelqu'un, tout simplement quand on croise quelqu'un dans la rue, qu'on va le saluer, on doit à minima cacher son cigare dans son dos pour le saluer. Et si on entame une longue conversation, une conversation plus aboutie, surtout si c'est une dame, il faut jeter son cigare. Pareil, une règle va ici être établie que quand on va rentrer dans une maison, il faut aussi jeter son cigare. Quitte à le rallumer après et être autorisé une fois à l'intérieur à fumer. Ce qui peut arriver, mais quand on entre, quand on arrive chez quelqu'un, on éteint ses cigarettes, son tabac, quitte à refumer une fois à l'intérieur. Ce sont les règles qui commencent à s'établir à partir des années, entre les années 1830 et 1850, dans les manuels de bonne manière. Il est toujours aussi, et ça c'est l'important, c'est que dans la première moitié du 19e, et jusqu'à même jusqu'au Second Empire, même un petit peu jusqu'au milieu du Second Empire, il est important de demander la permission à une femme. Mais plus le temps va passer, et plus cette permission va disparaître. Et il va y avoir un premier écart générationnel au sein du 19e, entre les jeunes filles, vers le Second Empire, fin Second Empire, Troisième République, qui, on va leur demander par politesse la permission de fumer, mais qui ne refuseront pas par principe, à moins qu'elles trouvent des excuses. Je me sens très mal, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, et je ne crains que les odeurs m'importunent. Mais qui, globalement, ne vont pas refuser. Et les vieilles dames, plus issues de la Restauration, de la monarchie de Juillet, qui, pour elles, fumer en présence d'un homme, c'est impossible. On ne fume pas en présence d'une femme. Ça, c'est un premier écart générationnel. Et alors, j'ai quelques anecdotes à ce propos. Quelques anecdotes de l'époque, je vais vous les lire. Donc, c'est une anecdote de la fin du Second Empire, entre 1860 et 1870. Deux femmes, dont l'une est âgée, recherchent des places dans un express pour le midi de la France. Dans l'unique compartiment libre ne se trouvent que deux messieurs qui, aussitôt qu'ils aperçurent des dames se disposant à monter, s'empressèrent de dire assez peu poliment « Ici, on fume ». Les femmes rebroussent chemin, mais ne trouvant aucune place libre ailleurs, finissent par revenir. Et la vieille dame, s'installant de prévenir ses voisins, d'un air bienveillant, mais non dépourvu d'une légère ironie, « Continuez à fumer, messieurs, ne vous gênez pas. Je suis désolé de seulement vous imposer notre présence, mais nous n'avons pas pu trouver de place autre part. » Dès le commencement de la phrase, ces messieurs, qui appartenaient à la meilleure société, témoignent d'un grand étonnement. Ils ôtèrent les cigares de leur bouche, et ils les avaient placés d'un air résolu en voyant les femmes, et se mirent aussitôt à protester. « Non, madame, nous ne profiterons pas de votre permission. Nous connaissons trop le respect qui est dû au sexe féminin pour abuser de votre indulgence. Excusez l'égoïsme de pauvres voyageurs. Ces messieurs, très honteux de leur maladresse et désireux de la réparer, furent excessivement polis et prévenant le reste du voyage. Moralité, nous ne devons pas oublier que c'est nos faiblesses et notre mansuétude qui font notre force. » Petite citation. Donc, vraiment, jusqu'à quand même la fin du Second Empire, l'idée de vraiment demander l'autorisation des femmes. Mais plus la fin du 19e approche, et plus cette autorisation s'étiole. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est la comtesse de Jersey, si je ne me souviens bien dans mes notes, qui disait que tout simplement, il fallait toujours, pour une femme, donner l'autorisation à un homme de fumer, parce que si on ne la donnait pas et que l'homme fumait quand même, c'était perdre un droit. Et qu'en fin de compte, les femmes
ayant peur de perdre leur droit d'autoriser ou non les hommes à fumer, finissaient par toujours concéder, parce qu'une concession en amène à une autre. Et j'ai une autre petite anecdote qui montre aussi, je vous parlais de l'écart générationnel entre effectivement la Troisième République et la Restauration. Donc voilà, je vous cite. Les hommes ont l'interdiction de fumer en présence des femmes avant d'en avoir obtenu la permission, mais celle-ci ne saurait pratiquement plus leur être refusée. De fait, à l'époque, les refus sont devenus exceptionnels, extravagants, presque mythiques. Un des hommes du monde les plus en vue de son temps, Pringuet, raconte avoir rencontré avant-guerre chez la princesse Amédée de Broglie une très vieille patricienne de grand style, qui, jeune fille, avait connu Balzac. Pendant une de ses visites, un jeune homme, avant d'allumer sa cigarette, lui demanda si la fumée la gênait. Elle répondit « Je l'ignore, monsieur, car personne ne s'est jamais permis de fumer devant moi. » Vous voyez un peu la différence de mentalité qu'il y avait entre le début du 19e siècle et la fin du 19e siècle. Mais le geste de fumer reste entièrement masculin. Une femme ne fume pas. En 1840, une fumeuse est considérée comme une dépravée, une prostituée, comme George Sand. George Sand, en son temps, était considérée comme une femme de mauvaise vie, de mauvaise fréquentation. Mais plus le temps passe, et 50 ans plus tard, dans les années 1890, fumer en tant que femme est considérée comme être une originale, mais plus une dépravée. Par exemple, l'impératrice Sissi, Élisabeth d'Autriche, fumait beaucoup. Donc il y a une évolution des mœurs vers le fait que des femmes fument. Mais encore une fois, elles ne fument jamais en public. Elles ne se permettent de fumer, déjà, non des cigares, non la pipe, mais uniquement des petites cigarettes en intérieur lors de salons. Et elles ne sont toujours pas admises dans les fumoirs pour hommes. Ça, c'est important. Aussi la pipe. Alors la pipe, il y a un phénomène qui est assez étonnant. C'est qu'au début, sous l'Ancien Régime et jusqu'à la Restauration, la pipe est quelque chose de prolétaire. C'est vraiment les paysans, les artisans et les soldats qui fument la pipe. Et les messieurs chics, fument les cigares et les cigarettes. Mais en fait, progressivement, jusqu'au début du XXe, en fait, la transition va surtout se faire à partir du début du XXe siècle. Tout simplement, en fait, la cigarette va tellement se répandre que la classe ouvrière va s'emparer de la cigarette. Et c'est la gauloise sans filtre, la gitane maïs, toutes ces cigarettes-là qui vont devenir les cigarettes prolétaires. Et au contraire, la pipe va devenir un symbole de bourgeoisie, avec de belles pipes ornées, un travail, mais en étant réservé. C'est-à-dire que vers la seconde moitié du 19e siècle, un homme chic, un bourgeois, un gentleman, ne fume la pipe que s'il est à la chasse, à la pêche, en campagne ou au billard. Voilà, le billard était l'une des exceptions où on pouvait fumer la pipe. Alors, tout va changer à partir de la Première Guerre mondiale, puisque à partir de la Première Guerre mondiale, les femmes se mettent réellement à fumer. Il y a certaines évolutions, mais avant, j'aimerais quand même vous refaire une petite citation sympathique. Ah non, je vous le fais après. Mais c'est après la Première Guerre mondiale, effectivement, que déjà au début du XXe siècle, il apparaît dans la littérature, la figure de la jeune fumeuse, qui devient une figure littéraire. Mais à partir après la Première Guerre mondiale, vraiment toutes les femmes se mettent à fumer. Et pas que les femmes garçonnes, etc. Donc, il y a une vraie évolution, une généralisation, et c'est en 1925 que Philip Morris crée la Middle Ass May, qui est la première cigarette pour femmes. Donc à cette époque-là, d'ailleurs, apparaissent les porte-cigarettes existaient déjà, mais le porte-cigarette, qui était à la base d'ailleurs quelque chose de masculin, devient un accessoire entièrement féminin. Même si, par exemple, vous pouvez avoir les méchants dans les films, peuvent avoir des porte-cigarettes. Ulrich, si vous lisez Black et Mortimer, il fume avec un porte-cigarette. Donc en soi, un porte-cigarette est normalement un accessoire mixte, mais il a été entièrement réapproprié par l'imagerie féminine. Donc c'est à partir de 1825 que se lance la première cigarette pour femmes, et donc on va voir l'évolution jusqu'à nos jours.
Quelques règles existent encore, parce qu'il y a quand même des excès, notamment malgré quelques volontés, notamment des totalitaires. Il faut savoir qu'Hitler et Staline ont fait des lois anti-tabac très très fortes. Pour Hitler, la femme aryenne ne pouvait pas fumer. Pour Staline, le fumeur devait aller au goulag. C'était vraiment des trucs un peu comme ça. Mais jusque dans les années 70, où apparaissent les premières mesures anti-tabac, on fume dans les avions. On fume, et là il y a des anecdotes que je peux vous dire. André de Fourquière, en 1950, note que certaines personnes se mettent à fumer à table. Alors il raconte une anecdote amusante. Il raconte une anecdote amusante que je vais vous citer. On m'a raconté la mésaventure d'un inconscient qui avait cru pouvoir fumer avant même qu'on eût servi l'entrée. Le maître de maison, un chirurgien célèbre, appela son maître d'hôtel, lui donnant un ordre à voix basse. 4 flacons d'éther furent apportés sur la table et débouchés. Alors l'hôte, se tournant vers son invité désinvolte, « J'espère, lui dit-il, que l'odeur de l'éther ne vous incommode pas. » Vous voyez, des petites phrases comme ça. D'ailleurs, en moquant, Fouquier d'ailleurs dit quand est-ce qu'on peut se permettre de fumer à table, avant le fromage, au niveau du dessert, au moment de la salade. Enfin, en fait, on trouve là qu'on fume trop, et donc on commence à ralentir, et maintenant on a le phénomène. Aujourd'hui, je dirais d'ailleurs qu'on est de plus en plus en train de revenir au début du 19e. Je remarque, et je ne sais pas, j'attends vos commentaires pour savoir. D'ailleurs, j'en profite. Abonnez-vous, likez. Voilà, c'est un peu brutal en plein milieu de la vidéo, mais voilà, commentez, abonnez-vous et commentez pour me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les hommes fument encore un peu, beaucoup, mais les femmes fument de moins en moins. C'est ce que j'ai remarqué. Et la fumée, l'odeur de la fumée incommode de plus en plus les femmes. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de retourner à une politesse du 19e, où il faut demander la permission. D'ailleurs, quand on la demande à un homme, la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement de lui offrir une cigarette. Une femme, offrir une cigarette à une femme, il faut vraiment être dans l'intime. C'est-à-dire que ce soit une bonne amie, ou même votre amoureuse ou votre épouse, pour lui offrir une cigarette. Donc voilà, ça c'est des règles. Toujours offrir son feu, c'est aussi un geste de politesse. Mais voilà, toujours, je pense que là où, dans les années 50, on était un rabat-joie si on était contre le tabac, si on ne fumait pas. Aujourd'hui, on prend conscience de la santé, beaucoup plus qu'à une autre époque. Et fumer, on revient effectivement à une politesse où on doit demander l'autorisation de fumer, où il est mal vu de fumer dans certains endroits. Donc voilà, j'espère que cette émission sur le tabac vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'attends vos commentaires avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.